Violence conjugale, les valeurs du Mounioni Sabali prises à défaut dans nos sociétés. Un magazine signé Aminata Chektal, étudiante à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication PSJSC, spécialité radio. Après que mon mari m'ait battue, elles m'ont battue à deux. On peut continuer. J'étais violentée par mon mari et en même temps par ma belle famille. Avec des mots souvent étouffés de sanglots, MT, nous l'appellerons ainsi, raconte comment à seulement 24 ans, elle a connu la douleur d'un foyer brisé sous les humiliations et les coups de poing d'un conjoint colérique. Mariée dès l'âge de 16 ans, son calvaire a commencé 4 mois seulement après les noces. Quelques mois après le mariage, il a commencé à être violent pour un petit truc. Il me tapait, il découchait. Lui, son problème pour un rien, il me battait. Souvent, il y a des mésententes, quoi. Lui seulement, c'est la violence qu'il voit. Il peut te taper la nuit, le matin, il se rappelle même. Sur le coup, il ne sait pas qu'il a fait quelque chose de mal. Ses parents, quand tu pars chez eux pour te plaindre, ma belle-mère même, elle me montre son dos. Voici ce que ton beau-père faisait. Pour eux, c'était très normal. Environ 30% de femmes sont victimes de violences conjugales dans le monde. Au Mali, 8 femmes sur 10 en sont victimes. Les violences conjugales constituent un réel fléau dans notre société, aussi bien en milieu rural qu'à Bamako, la capitale. En 2018, une enquête démographique de santé menée par l'Institut national de la statistique du Mali démontre que 79% des femmes et 47% des hommes estiment normal et justifiable les violences conjugales faites aux femmes, d'où sa persistance. On pourrait aussi l'expliquer par cette perception encore vivace dans nos milieux de la femme qui doit être soumise à l'homme. Perception qui tire son origine en partie des conseils axés sur la tolérance, l'acceptation et la résignation, entendez par là Mounioni Sabali en Bamanankan. Dr Fodje Tandjigora, sociologue. En réalité, ce phénomène, c'est d'abord une idéologie des hommes qui permet aux femmes de supporter les comportements peut-être non avantageux des hommes au sein des foyers. C'est pourquoi ce phénomène n'est pas purement religieux, mais c'est idéologique. Ça arrange les hommes que les femmes soient soumises. Si vous regardez, tous les conseillers conjugaux sur le plan traditionnel, etc., mettent en avant la résignation de la femme comme une valeur. C'est-à-dire qu'on pense que lorsque la femme est résignée, que c'est une valeur. Et c'est perçu positivement dans la société malienne, la résignation de la femme, mais pas celle de l'homme. Un nombre écrasant d'hommes trouvent que c'est normal parce que ça les arrange. Ça renvoie à la question idéologique. L'idéologie, c'est l'ensemble des idées qui arrangent une classe, un groupe. Donc, puisque c'est le phénomène de résignation les arrange, ou le fait qu'on exerce la violence sur la femme, que cela est normal parce que ce sont les hommes qui sont auteurs de ces violences-là, pas les femmes. Il se peut qu'il y ait des femmes qui font de la violence sur leur mari, mais l'écrasante majorité, ce sont les hommes qui violentent les femmes. Mounioni Sabali, valeur qui, selon les coutumes et traditions, est primordiale pour la réussite d'un couple, d'une union entre l'homme et la femme. Tolérance et résignation, deux valeurs généralement conseillées à la femme pour, dit-on, maintenir l'équilibre, voire même sauver son foyer. Dr Fodje Tandjigora, sociologue. Lorsque la femme, une fois a endossé cette idéologie et qu'elle a opté pour la résignation, la femme peut laisser passer beaucoup de choses parce qu'elle pense à cette rétribution qui est peut-être sociale ou divine. Donc le rôle que ça joue, c'est un rôle d'équilibre au sein des couples où les deux conjoints peuvent vivre ensemble sans sombrer dans la violence physique. Ça a permis à des couples de tenir quand même pendant longtemps. Beaucoup de femmes sont restées dans leur foyer parce qu'elles croyaient en ces valeurs-là, parce qu'elles doivent se résigner, non pas pour elles-mêmes, mais pour leur postérité, pour leur descendance. En ce sens, le phénomène de Mounioni et Sabali a apporté ce qu'on appelle la stabilité dans les foyers. Mais une fois de plus, c'est une idéologie, c'est-à-dire que ce n'est pas une vérité du tic au tac. Et même si nous avions la preuve que ce n'est pas vrai, il faudrait peut-être la maintenir, rien que pour l'équilibre au sein du foyer. Rokiatou Diakité, conseillère matrimoniale. Le plus souvent même, la résignation fait allusion à la soumission. Et ça, c'est pas une bonne chose dans une relation. Dans la relation, il faut la tolérance, il faut la réconciliation, il faut le pardon. Mais quand on arrive à l'étape de la résignation, à la soumission, ça veut dire que l'un des partenaires subit la relation et souffre terriblement. Il ne faut pas aller à Mouniou
jusqu'à la perte de la vie. Mouniou aussi se place dans un contexte. Autrefois, on disait Mouniou parce que les hommes étaient des hommes intègres. C'était des hommes qui avaient le sens de l'honneur et de la dignité. Maintenant, les hommes se fichent complètement de ces valeurs morales et religieuses. Ce phénomène est la cause de pressions sociales subies par des milliers de femmes, souffrant en silence, car ayant les épaules trop frêles pour supporter les reproches de la société en cas d'échec de leur mariage. MT, victime. À ma première grossesse, il m'a battue. Ma deuxième grossesse, il m'a battue. J'ai fait 6 ans de mariage, oui. Et pendant les 6 années, c'était la même chose. À chaque fois qu'il me battait, je partais à la maison. Et la maman, elle me disait de retourner. Elle avait beaucoup plus peur de ce que les gens allaient dire. Donc tout le temps, elle me suppliait de rentrer. Mais le papa, lui, il ne voulait pas. Une fois même, il m'a battue à 100. J'ai été hospitalisée 2-3 jours comme ça. Le papa, c'est lui-même, il est parti chercher mes affaires. Donc après, la maman, elle a appelé ses parents pour venir le supplier. Donc on m'a fait retourner encore. Pour beaucoup, le Mouniou et les Sabali sont des valeurs inséparables pour une vie de couple harmonieuse. D'autres, par contre, estiment que c'est un moyen de marginalisation de la femme. Les gens ont des définitions différentes sur la question, autant sur un plan général que sur un plan particulier. La tolérance et la patience sont, selon moi, des qualités indispensables pour s'accomplir pleinement dans la vie. Je vois plutôt la tolérance et la patience comme un pont qui mène vers les autres. Je veux dire par là, comprendre les autres, réussir à vivre avec eux. Mais chaque personne a ses limites et des droits que la société ou la religion lui confère. C'est pas parce que telle personne est patiente et tolérante que tu dois la pousser à bout. Il s'agirait d'être patient et tolérant les uns envers les autres. C'est comme ça que ça pourrait fonctionner, selon moi. À partir du moment où tu quittes la maison de tes parents pour rejoindre ton mari, il faut être prêt à accepter tout ce qu'on va te dire ou te faire. Il faut se résigner face aux actes de tes aînés, mais aussi de tes cadets. Être soumise avec ton mari, ses parents et tes belles-sœurs. En ce qui concerne Mouniou et Sabali, j'ai un sentiment assez partagé sur la question. D'abord, pour moi, cela fait référence à une valeur que je juge très importante en termes d'humanisme, en termes d'humanité, c'est la valeur de la tolérance. Je pense que la tolérance devrait être la valeur la plus en vue dans le monde actuellement. À côté de cela, cette valeur dans le sens de la gestion du foyer, a pris notre tournure et a servi pour certains individus mal intentionnés comme arme d'asservissement des femmes, même carrément. Parce que le Mouniou et Sabali faisaient référence à l'ultra-soumission de la femme qui devait même cautionner les dérives de son mari dans le foyer. Mais moi, je me retrouve plus dans l'explication d'un griot qui disait qu'en fait, originellement, il était demandé à la femme de Sabali, pas de Mouniou. Parce que Sabali, ça implique la notion de pardonner tout en ayant la capacité de se venger. Alors que le Mouniou, c'est pardonner parce que justement, on se sait impuissant, on se sait incapable de pouvoir se venger. Donc moi, je me retrouve plus dans cette explication-là pour dire que les femmes doivent plus pencher sur le Sabali que sur le Mouniou. Parce que le Mouniou et Sabali, c'est cautionner un petit peu l'injustice. Je ne partage pas l'injustice sur toutes ces femmes, encore moins en ce qui concerne la situation des femmes. Supporter tout ce qu'on te fait, ce qu'on dit sur toi et le prendre avec sagesse. C'est sur ça que repose la tolérance et la résignation. Si tu n'es pas résigné, tu ne pourras pas compter les faits qui remontent de loin. En société, tout le monde doit supporter un peu, surtout quand on est femme au foyer. Il faut être tolérante et résignée, et c'est là pas qu'avec son mari, mais aussi avec sa belle famille. La vie en société même ne va pas sans tolérance et la résignation, surtout pour nous les femmes. Ces quelques réactions montrent comment le débat autour de ce qu'on nomme Mouniou Sabali s'impose dans une société aujourd'hui partagée entre modernité et conservation des valeurs traditionnelles, disons les us et coutumes. Bana
Considéré par l'ancienne génération comme le socle des mariages heureux, d'une union réussie, Munyuni Sabali est comme une sorte d'ordonnance indispensable pour la guérison d'un patient dont le pronostic vital est engagé. Pourtant, cette ordonnance s'avère parfois la cause d'une crise cardiaque ou d'autres maladies chez les victimes. La génération actuelle met plus l'accent sur d'autres valeurs, telles que l'amour, le respect réciproque et la courtoisie. Pour elle, la tolérance et la résignation interviennent dans des cas de problèmes de santé ou de difficultés financières rencontrées par l'époux, mais excluent les cas de violence conjugale. Portrait croisé, mettant en lumière la conception des mariages heureux par un couple qui vient de fêter ses 61 ans d'union, soit un jubilé d'or de leur mariage, et un autre qui en est à la 3e année des noces, c'est-à-dire qui vient de commencer le parcours. À 76 ans, Adjabani Kebe et son époux mènent une vie harmonieuse. Mère de 10 enfants, elle tient depuis toujours son foyer sans encombre. Pour elle, le secret des mariages réussis repose sur un certain nombre de valeurs qui dépendent de l'éducation reçue par les deux conjoints depuis la tendre enfance. Madame Diakité, Adjabani Kebe. Si tu es bien éduqué et que ton mari l'est aussi, vous allez tout supporter ensemble, d'autant plus que si vous venez tous les deux d'une grande famille, rien ne vaut la paix et l'entente. On a appris à se connaître et à s'apprécier. On aime les mêmes choses, il fait ce que je veux et vice-versa. Quand je suis fâchée, il fait en sorte de calmer mes ardeurs et quand c'est lui, je prends sur moi et je m'excuse. Quand une femme est soumise, ses enfants récoltent les bienfaits de sa soumission et sont bénis. Compréhension et complémentarité. Voilà qui désigne la relation qu'elle partage avec son époux, âgé de 83 ans. Raison pour laquelle Moussa Diakité, octogénaire, a préféré laisser l'honneur à sa chère épouse de raconter les tenants et aboutissants du couple. À une trentaine de kilomètres de là, à Sébenikoro, autre quartier de Bamako, réside M. Kamara Alexandre Chekoumar et Madame Kamara Djeneba Doumbia. Mariés il y a bientôt 3 ans, ils ont une dynamique assez différente de celle du vieux couple Diakité. Cependant, malgré l'écart d'âge et la fracture générationnelle, certaines valeurs citées par le jeune couple comme étant indispensables pour le maintien de l'équilibre dans un foyer sont identiques. Monsieur Kamara Alexandre Chekoumar et Madame Kamara Djeneba Doumbia. Le respect. Ouais, je suis d'accord avec vous. Nous, en tout cas pour nous, la base, c'est le respect. Parfois, il y a des hauts et des bas, mais il suffit de se comprendre. Non, mais franchement, c'est pas une télé-réalité. C'est pas novelas. Donc, dans la vraie vie, forcément, des fois, ouais, les tensions montent et descendent. Donc, forcément, ça peut lui arriver, elle, d'être énervée contre moi, tout comme l'inverse aussi. Communication. C'est l'une des bases aussi, on va dire. Un autre point de rupture générationnelle, c'est la formation des couples. Ce que les aînés reprochent assez souvent à la jeune génération, c'est de construire des foyers sur les idéaux qu'ils se font de celui ou celle en qui ils voient leur âme sœur à première vue. Or, l'apparence est, dit-on, trompeuse. Madame Diakité, Adjabani Kebe. Vos mariages se font dans les bars et consorts, alors qu'avant, les mariages se faisaient famille par famille. On prenait une femme en fonction des vertus de sa famille, donc la femme sera soumise, elle s'occupera de sa belle famille comme de la sienne, elle fera de sa belle-mère sa maman, et ce sera pareil pour le papa et les frères et sœurs de son époux. Dans le temps, les mariages étaient surtout basés sur l'observation et le ressenti des familles des deux conjoints. L'avis et l'opinion des intéressés n'étaient généralement pas pris en compte. Les unions étaient scellées de manière particulière. Okiatou Diakité, fille de Moussa Diakité et de Adjabani Kebe. Mon père, il est ingénieur agronome. Le père de ma maman, c'est l'un des premiers grands planteurs du Mali. Donc quand mon père il a fini l'hyper de Katibougou, il est allé faire son stage de fin d'études dans le champ de mon grand-père maternel. Mon grand-père maternel, il a reçu 4 élèves en stage. Donc il a dit à ses 4 élèves, celui qui sera premier, je vais lui donner une femme. Donc
mon père a été premier. Après l'examen, il est parti en Yougoslavie, il a fait 1 an là-bas. Il est revenu pour saluer mon grand-père maternel. Il lui a dit, mais toi tu as disparu, ta femme elle. Il a dit, ma femme, oui, je t'avais promis que celui qui sera premier, je vais lui donner une femme. Donc ta femme est là. Il a dit, d'accord, tu es mon père, c'est toi qui décides. Donc il a dit, bon, va dire à ton père que ta femme est là. Donc mon père est allé dire à son père que M. Ahmad Kébé lui a donné une femme. Les deux étaient des amis quand même. Donc lui aussi, il a envoyé des gens chez mon grand-père maternel pour lui demander comment s'est passé les choses. Il lui a expliqué. Il a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il a dit à mon grand-père maternel, en fait, la fille, c'est ma fille. Le garçon, c'est ton fils. Donc c'est toi qui dois m'amener des colas. Ce n'est pas moi. C'est moi qui donne ma fille à ton fils. Donc c'est toi qui amènes des colas. Et c'est mon grand-père maternel qui a pris les colas pour amener chez mon père. Contrairement à notre couple qui a soufflé sur les bougies de ses 61 ans de vie commune, les Camara se sont rencontrés dans un autre cadre. Monsieur et Madame Camara. Par l'intermédiaire d'un ami. En commun. J'étais à la recherche de la femme parfaite. Mon ami connaissait mes goûts, il savait ce que je voulais et tout. Donc, il a vu dans son répertoire ce qu'il a comme connaissance et tout qui me correspondrait. Et il a fait les présentations. Et bim, bam, bam. La piété était l'un des critères principaux de M. Camara. Ainsi, l'amour en Allah est le pilier de leur relation. Beaucoup justifient également les violences conjugales en interprétant des textes religieux. Certains évoquent des parties du Saint-Coran qui autoriseraient l'homme à châtier sa femme si toutefois le mari considère cette dernière comme étant sur le chemin de l'égarement. Explication d'Alassane Modiboba, islamologue. Le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum khayrukum li ahlihi. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur sur le plan de traitement de sa propre famille. Tout acte ou adoration que puisse faire un musulman, s'il n'a pas cette qualité, il ne fait pas partie des meilleurs. C'est ce que le prophète a dit. Donc, raison pour laquelle la violence n'a pas sa place dans l'éducation islamique. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dévoile le secret de sa famille ou de sa femme ou de son mari ne verra pas le paradis le jour de la résurrection. Parce que la violence commence à partir de là. Donc ça, ce sont des paroles très très dures pour nous éduquer mieux à ne pas aller vers la violence. Parce que dévoiler le secret d'une personne, c'est une violence morale aussi, même avant d'arriver à la violence physique. Le prophète nous dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit aussi, il ne fait pas partie de ma communauté, c'est lui qui frappe sa femme. Même si le mot châtier existe dans le Coran, parce que le châtiment avait plusieurs degrés. Le châtiment au niveau de la parole, le châtiment corporel. Donc ce châtiment corporel a été évoqué dans le Coran, mais la manière de la faire, la manière de faire ce châtiment-là aussi a été bien expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce châtiment qui existe, c'est pour que dans la parole seulement, qu'on puisse dissuader la femme à ne pas désobéir à son mari. En islam, le mariage entre hommes et femmes exclut les traitements extrêmes de la conjointe et le pardon de la victime n'annule pas les péchés commis. Si violence il y a eu, même si la victime accepte les excuses, l'auteur, c'est-à-dire le mari, doit réparer le tort causé. Alassane Modiboba. En cas de violence, l'islam recommande tout de suite l'arrêt de cette violence et la restitution de la victime, que ce soit dans le cadre du mariage et que ce soit dans un autre cadre. Quand on violente une personne, la victime a le droit de porter plainte et la victime, surtout quand le sang est coulé, elle doit être restituée. Il nous dit aussi d'aller vers le pardon. On exhorte la victime d'avoir le sentiment de pardon, mais on demande à celui qui a fait ça de restituer et de donner tout son droit à la personne. Le divorce, c'est une prescription d'emblée autorisée en islam en cas de difficulté, parce que le divorce est un moyen par lequel l'islam passe pour solutionner. C'est une des solutions envisagées en islam. Donc, la gestion du problème change en fonction des différentes confessions religieuses. Bomba Koni, pasteur de l'église chrétienne évangélique de Boulka-Sombourg. On les invite à venir et on essaie de les écouter. Après de cette audition des deux parties, nous essayons donc de donner des conseils. Parce que le mariage est une institution de Dieu. Donc le mariage est sacré.
et Dieu ne se contredit pas. Il ne peut pas joindre deux êtres, les coller et les décoller ensuite. Dans son plan éternel, Dieu n'a pas prévu de divorce. Autrement dit, le mariage que Dieu a fait est indissoluble. Le manque de textes sur le sujet dans la Bible explique-t-elle cette différence? On peut penser implicitement que beaucoup de femmes étaient moralement, psychologiquement, en tout cas torturées, violentées dans leurs émotions et autres. Sinon, physiquement, on ne voit pas vraiment de violence conjugale dans le Nouveau Testament. Au Mali, il n'y a pas de loi spécifique sur les violences conjugales. Il n'y a pas non plus de chiffres officiels qui parlent du phénomène. Madame Dambélé Aïssata Mbaye, juge d'instruction au tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako. Le code pénal ne parle pas de violence conjugale de façon spécifique. Au niveau de la justice, il n'y a pas de particularité faite entre les victimes. Donc au niveau de la justice, le qualificatif violence conjugale alors n'existe pas pour le moment. Le code pénal aborde la question de violence de façon générale. Dans ces articles 207 et 208, on parle de violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Lorsque ces violences auront entraîné une incapacité de travail de plus de 20 jours, le code pénal punit ce genre de violence. La peine peut aller jusqu'à 5 ans, mais lorsqu'il n'en est pas résulté une incapacité de travail, donc la peine maximale est de 3 ans. La violence peut être un motif de divorce si elle rend la vie de couple insupportable pour l'un des deux conjoints. Mais le divorce ne conduit pas toujours à la condamnation de l'auteur des violences. Madame Dambélé Aïssata Mbaye. Le divorce, ça c'est purement civil. Et dans les affaires civiles, il n'y a pas de condamnation à l'emprisonnement ni à l'amende. Parce qu'on suppose que ça c'est l'intérêt d'une personne. Maintenant, la violence peut conduire à des peines d'emprisonnement lorsque la femme décide d'aller au niveau du procureur, mais rarement les femmes saisissent le procureur par rapport à la violence conjugale. Certaines préfèrent directement le divorce que d'aller vers la sanction pénale. Le procureur peut poursuivre sur la base des dénonciations sans que la femme ne porte plainte, sauf dans certains cas, par exemple dans les cas de la répudiation. Le procureur ne peut pas poursuivre si la femme ne porte pas plainte. En cas d'adultère ou d'abandon de femmes et d'enfants, mais pour toute autre infraction, le procureur peut poursuivre sur la base des dénonciations. Mais généralement, c'est des cas très rares. Pour Maître Djourté Fatoumata Dambélé, commissaire des droits de l'homme à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le poids des us et coutumes pèse encore sur la société. C'est la société qui n'admet pas que la femme qui est mère puisse porter plainte contre justement le père de ses enfants, même quand il n'y a pas d'enfants. Pourtant, le bourreau, comme vous l'appelez, a porté la main sur la femme alors qu'il y avait les enfants. Et souvent, ça se passe même devant les enfants eux-mêmes, qui sont amenés à perpétuer l'exemple, à devenir eux-mêmes violents parce qu'ils ont vécu dans un milieu très violent. Donc ça, c'est la société. On dit que ça fait partie de nos valeurs. Ça, ce n'est pas une valeur. Parce que
Tout us et coutume qui porte atteinte aux droits de l'homme n'est pas une valeur. De nombreuses organisations et ONG se battent pour la cause des femmes. Certaines de ces structures, en plus de lutter pour les droits fondamentaux des femmes, mènent un réel combat en faveur des victimes de violences conjugales. Ces structures prennent en compte les femmes émanant de toutes les couches sociales et les accompagnent de plusieurs façons. Ousmane Kamara, conseiller juridique et judiciaire de l'ONG Femmes Battues. On les assiste d'abord, on les écoute, on les oriente. On doit adresser une invitation à leurs conjoints pour leur parler des conséquences de cette violence. Si ça ne vous dit pas aussi, c'est très souvent le cas, on doit porter l'affaire au niveau du tribunal le plus compétent, avec nos avocats à l'appui. Cependant, les victimes rechignent souvent à mener leur combat à terme. Ousmane Kamara, conseiller juridique. Sur 10 cas, il n'y aurait que 3 cas qui lancent la procédure judiciaire. Sinon, tous les autres cas-là, on essaie de faire la médiation sociale entre eux. Cela s'explique souvent par la peur. Ces femmes ont peur d'être la risée de la société. Elles craignent les jugements des autres. MT, victime. Au tribunal, quand je suis partie avec les preuves, il y a une juge qui me suppliait même de porter plainte parce qu'avec les preuves, il pouvait faire la prison. Mais je n'ai pas voulu porter plainte. Je cherchais juste à me libérer de... En plus, c'est le père de mes enfants. Je préfère qu'on dise que j'ai divorcé plutôt que j'ai envoyé leur père en prison. Cette torture psychologique constitue en elle seule une violation majeure des droits de l'homme. Maître Djourté Fatoumata Dambélé, commissaire des droits de l'homme. Les violences conjugales peuvent prendre plusieurs formes. Donc, plusieurs droits peuvent être violés en même temps parce que c'est des violences qui se produisent entre les conjoints. Ça peut être des violences physiques se traduisant par des coups. Ça peut être aussi des violences morales, comme on a l'habitude de le dire, se traduisant par des violences psychologiques. Si on prend les violences physiques, c'est une atteinte à l'intégrité physique de la femme. Il peut y avoir aussi des violences verbales, qui se traduisent par des injures et même le fait de menacer la femme d'une certaine violence, ça entre dans la catégorie des violences conjugales. Ce n'est pas uniquement entre le mari et la femme, c'est aussi entre la femme et la belle famille. Quand ça se produit dans le domaine conjugal, quel que soit le membre de la famille qui commet cette violence, ça entre dans la catégorie des violences conjugales. Il y en a énormément aujourd'hui. C'est la plus grande majorité des violences, du fait même qu'elles sont multiformes. La violence conjugale n'est pas propre qu'aux femmes. Maître Djourté. Les femmes font partie des catégories les plus vulnérables. Mais j'ajoute tout de suite que quand on parle de violence conjugale, ça ne concerne pas que la femme. La femme est plus souvent victime, mais l'homme aussi est victime de violences conjugales. On en rencontre beaucoup, surtout en ce qui concerne les violences psychologiques. Peut-être les violences physiques sont moins importantes pour les hommes, mais les violences psychologiques sont extrêmement importantes. Mais de plus en plus, on rencontre des hommes qui sont victimes de violences physiques. À la question de savoir si nous pouvions aspirer à un monde sans violence conjugale, Maître Djourté répond que ce n'est pas demain la veille. Vous appartenez à la génération qu'on appelle la génération égalité, où vous bénéficiez d'un environnement que vos aînés n'ont pas eu. Vous êtes allé à l'école, vous avez des capacités, vous pouvez apprendre parce que les enquêtes ont montré que plus une femme est instruite, moins elle subit la violence, surtout certaines formes de violence. Donc, on peut espérer qu'à long terme, même à moyen terme, on peut vivre dans un monde sans violence conjugale. Donc, on peut espérer, mais ce n'est pas pour demain. L'espoir fait vivre, mais il nourrit également les rêves. Alors, comme Martin Luther King le 28 août 1963, les femmes ont un rêve. Celui de vivre en totale harmonie dans un foyer et un monde de paix. Elles rêvent d'un monde où l'égalité, l'équité et le droit des femmes ne seront plus des lois votées et gardées au fond des tiroirs. Elles rêvent de ce jour où tous autant que nous sommes, feront comprendre au monde entier qu'une femme, ce n'est pas un tam-tam. C'est ensemble et à l'unisson que nous réaliserons ce rêve et que nous ferons de nos foyers des havres de paix et d'amour pour un monde meilleur. C'était Violence conjugale, les valeurs du Mouniouni Sabali prises à défaut dans nos sociétés. Une réalisation de Aminata Chektal.